Vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 et nous sommes en direct de Libreville au Gabon pour des émissions organisées dans le cadre de l'élection présidentielle prévue le 27 août 2016. Et nous recevons un invité spécial, Babylas. Merci Marie-Angèle. L'invité que nous recevons aujourd'hui, c'est un candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit de M. Paul Mba Abessol. Il est le 5e vice-président de l'Assemblée nationale et président du Rassemblement pour le Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Abessol. Merci. Monsieur Abessol, dites-nous, ce n'est évidemment pas votre première candidature à une élection présidentielle, mais comment se déroule celle-ci? Bien, je n'ai rien de particulier à signaler. Il me semble que c'est comme d'habitude, sauf qu'il y a beaucoup plus de monde extérieur qui participe. Par exemple, les journalistes, les gens qui arrivent de l'Union européenne, les gens qui arrivent de l'Union africaine. Alors ça veut dire que ça a quand même pris une autre allure que par rapport au passé. Vous ne sentez pas une mobilisation accrue au sein de la population gabonaise liée à cette élection? Non, pas particulièrement, mais enfin, les gens semblent dire que ça risque d'être plus sérieux cette fois à cause des contrôles qui sont supposés être faits par rapport à ce que nous allons faire ensemble. Alors, M. Mba Abessol, beaucoup de ceux qui arrivent, effectivement, comme vous l'avez remarqué, lors de vos rassemblements, se demandent que reste-t-il aujourd'hui du virulent Paul Mba Abessol qu'on a connu dans les années 90? Mais il reste le même qui a les mêmes idées, sauf que quand vous parlez à quelqu'un et qu'il vous fasse la sourde oreille, vous avez un autre ton. Et puis à partir du moment où vous avez engagé des discussions, comme je l'ai fait avec Omar Bongo Ndimba, finalement, à la fin, malheureusement, il est parti, mais on est devenus des frères et des amis parce qu'on a appris à se connaître. Chacun a compris la position de l'autre et nous avons décidé de cheminer ensemble pour notre pays. Et votre message est toujours le même. Le message est toujours le même. Mais est-ce qu'il doit rester le même? Est-ce qu'il ne doit pas évoluer avec le temps? Est-ce qu'on ne doit pas dépasser école cadeau, hôpital cadeau? Mais on n'a jamais été au pouvoir, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière l'école. L'école, c'est un investissement. Vous pourrez poser des questions là-dessus après. La santé, c'est pareil. Les mots qu'on donne pour éveiller les intelligences sont des mots, mais derrière les mots, il y a autre chose qu'on n'avait pas encore expliqué, mais qu'on continue à expliquer encore. Alors, quelle est la nouveauté en termes de promesses aux Gabonais cette fois-ci? Qu'est-ce que vous promettez de nouveau? Il n'y a pas de nouveau. Je dis simplement ceci, pour l'enseignement cadeau, comme on dit, c'est un investissement, c'est une source de financement. Parce qu'à partir du moment où un pays a des têtes, de grosses têtes, ce pays-là les exporte. Et à partir du moment où on est exporté, vous n'êtes pas gabonais, mais vous êtes exporté, quand vous êtes payé, vous envoyez l'argent dans votre pays, c'est là que vous devenez une source de développement pour votre pays. C'est ce qu'il y a derrière. Ah bon. Et ça crée aussi, dans le cas du Gabon et dans tous les pays africains, ça crée aussi des emplois. Figurez-vous, lorsqu'il faut refaire les salles de classe, lorsqu'il faut réembaucher des enseignants, tout cela, ça fait des emplois. Et au Gabon, il y a beaucoup d'enseignants à embaucher et beaucoup de salles de classe à construire. Parce que justement, on n'avait pas compris suffisamment l'importance de la formation des intelligences. Alors votre message reste le même, mais vous voulez tout de même le changement. Ce qui signifie passer du système actuel que vous qualifiez d'obsolète à un nouveau système de partage et de respect mutuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette démarche? Oui. Alors nous marquons une rupture avec le système de la pensée unique. La pensée unique consiste à dire c'est moi seul qui parle, personne d'autre, tout le monde doit me suivre. Ça, nous rompons avec ça. Nous rompons également avec la pensée binaire, c'est-à-dire nous sommes deux, mais c'est toi ou c'est moi. Nous sommes là dans le cadre de la majorité et l'opposition. À partir du moment où on s'en tient à deux, à la pensée binaire, on ne peut pas avancer. Il y a risque de conflit. Alors, la troisième position, c'est le système que nous voudrions mettre en place. C'est le système dont la base est
toi et moi, nous et vous, eux et vous, c'est eux, tel et. C'est l'inclusion, la convivialité. C'est ce que nous appelons le système de la tétravalence. Tétravalence, ça veut dire que dans une proposition, vous pouvez en trouver 4 autres. Et je prends toujours l'exemple du visage. Une personne humaine a un visage, une nuque et 2 profils. Alors ça fait 4. Donc ça veut dire que de chacun, vous pouvez tenir 4 discours différents. Au moins 4. Il y en a d'autres, si maintenant je me mets à décrire les oreilles, je me mets à décrire les cheveux, vous voyez, ça multiplie. Ça veut dire que nous ne voulons pas limiter, il ne faut plus limiter les gens, il faut utiliser toutes les compétences. Même si elles sont opposées, on finit par arriver à ce que nous appelons la synergisation des différences. C'est ça le principe de la tétravalence. Monsieur Mbabessol, les Gabonais sont unanimes sur le fait qu'il faut réduire l'extrême dépendance du pétrole, des revenus pétroliers. Ce qui diffère, c'est la méthode, c'est la formule de chacun. Quelle est votre formule à vous, votre recette à vous pour pouvoir réduire cette extrême dépendance du pétrole? Ah, cher monsieur, ça fait, depuis mon retour d'exil, je ne parle que de ça. Ça a commencé en 1986, où on a commencé la baisse du baril de pétrole. J'ai toujours posé la question au président Omar Bongo, Monsieur le Président, pourquoi nous, Africains, lorsqu'on a vécu une expérience, on n'en tient pas compte pour arranger notre aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas penser de telle manière que le pétrole ne soit plus, n'est-ce pas, la base de notre budget? J'ai parlé de ça pendant 10 ans même, ça continue. Quand le pétrole baisse, tout baisse. Je dis, mais il y a d'autres produits. Il y a le manganèse, il y a l'uranium, il y a les diamants, il y a d'autres choses. Mais pourquoi on ne fait pas le budget, non plus principalement à partir des revenus du pétrole, mais qu'on essaie d'ajouter quelque chose? Le Gabon est suffisamment riche pour que s'il y a baisse de baril de pétrole, ça ne se ressente pas trop comme maintenant. Mais là, vous restez toujours dans l'exploitation de ressources minières, par exemple, naturelles. Oui, justement, c'est ça que je déconseille. Ah, moi, je ne sais pas pouvoir. Je dis, on ne peut pas vivre comme ça. Il ne faut pas rester seulement dans l'exploitation minière. Parce que, surtout le pétrole, parce que c'est instable. Alors, si vous vous asseyez sur ça, vous avez de l'instabilité, vous risquez d'être déstabilisé à tout moment. D'autant que ce n'est pas nous qui fixons forcément le prix du pétrole. Il faudrait trouver autre chose, c'est-à-dire l'agriculture. Oui, par exemple, dites-nous un peu plus sur l'agriculture, puisque vous misez également sur ça, hein, sur l'agriculture. C'est ça, c'est mon programme, oui, l'agriculture. Alors comment il faut relancer cette agriculture-là? Partager des terres à tout le monde, partager des engrais à tout le monde. Il va falloir avoir une méthode pour pouvoir renverser la donne. Quelle est votre méthode à vous? Alors, quand j'étais ministre de l'Agriculture, figurez-vous. Donc vous êtes aussi comptable du mal-être de cette agriculture-là aujourd'hui? Non, parce que j'ai passé peut-être 2-3 ans. On m'a fait partir du ministère de l'Agriculture, alors justement que j'étais en train de trouver des solutions. J'avais trouvé la solution suivante. Il y avait des sociétés para-étatiques. Et j'avais proposé au président de privatiser ces sociétés para-étatiques, qui étaient relatives à l'agriculture, café, cacao, etc. Nous cherchons un homme d'affaires qui va prendre ça en main, et puis l'État n'a plus à se mêler de ça. J'ai visité toutes les plantations on appelait cette société la Sogaka, Société gabonaise de café et de cacao. J'ai trouvé un opérateur économique ivoirien qui m'a dit, Monsieur Mbabessol, vous voulez privatiser Sogaka, mais je suis prêt à le faire. Et nous avions préparé tous les dossiers. Je lui ai dit, on privatise à condition que vous renouveliez toutes les plantations qui existent maintenant. Et que quand vous allez acheter, vous achetez prioritairement ce que vous aurez fait au Gabon. Le monsieur était d'accord. Et pendant que nous étions en train de faire les papiers, j'ai été changé du ministère de l'Agriculture. Et le projet n'a plus vu le jour. Voilà. Alors, est-ce que la même méthode demeure en vigueur? Si aujourd'hui, parce que ça fait quand même plusieurs années que vous avez eu cette idée, est-ce que la même recette, vous la gardez encore pour aujourd'hui? Mais tout à fait.
Il faut d'abord, je vous parle de ces plantations qui dépendaient de l'appareil étatique. Mais elles existent encore, mais dans l'herbe. Il suffit simplement d'aller, on débrousse, on renouvelle le cacao, le café, et puis ça démarre. Et les gens reprennent le travail tout de suite. Mais tant qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Monsieur Mba Bessol, certains candidats prônent des cultures de rente au Gabon pour diversifier et développer l'économie. D'autres, au contraire, nous disent qu'on ne peut pas développer au Gabon de culture de rente parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre nécessaire. Et vous alors, quelle est votre position sur la question? Vous avez compris, c'est là que j'applique la tétravalence. On n'exclut pas les cultures de rente, le café le palmier, etc. Mais il ne faut pas exclure ça. Mais ce qui est important, c'est que ces cultures-là n'amènent pas la suppression des cultures vivrières. Nous sommes aujourd'hui à 300 milliards d'importations de produits alimentaires. Ça, c'est inacceptable. Et le Gabon a la main-d'œuvre nécessaire pour pouvoir développer à la fois et les cultures vivrières et les cultures de rente? Non, madame. Vous savez, j'ai là une philosophie tout à fait particulière. Moi, je n'ai pas peur des étrangers. Surtout pas des étrangers africains. J'estime que finalement, nous sommes de même famille, de même civilisation. Si on ajoute 20 000 Camerounais au Gabon, j'ai dit, bon, vous êtes au Gabon, vous êtes Gabonais, alors on vous donne un décret, vous êtes Gabonais, c'est tout. Mon ethnie, ma communauté est arrivée au Gabon au 19e siècle. Et quand on est arrivé ici à Libreville en 1850, on a dit que nous étions des étrangers. Et après, finalement, on a été intégrés. Donc, je dis, ces histoires d'étrangers, natifs, ça, pour moi, ça ne va pas. Monsieur Mba Bessol, l'école gabonaise forme beaucoup plus de chômeurs aujourd'hui. On ne va pas laisser les choses comme ça. Il faut changer la donne. Comment est-ce que vous allez faire pour renverser cette tendance-là? Voilà. Je vais d'abord vous dire pourquoi il y a des chômeurs. C'est parce que je ne sais pas, dans vos pays respectifs, si nous sommes tous Gabonais. Alors, 80% des diplômés sont recrutés dans des domaines où ils n'ont pas étudié. À partir du moment où on multiplie ces diplômés-là, dont les entreprises n'ont pas besoin, automatiquement, vous avez le chômage. Mais, je dis, c'est de la faute du pouvoir. Parce que le pouvoir doit connaître les besoins. On dit, nous avons tel domaine où il faut tant de spécialistes, tel domaine où il faut tant de spécialistes, et on planifie. C'est comme ça qu'on faisait au début de l'indépendance. On disait, nous avons besoin de tant de juristes, on a besoin de tant de professeurs, on a besoin de tant de médecins. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune planification. Un enfant à son bac, qu'est-ce qu'il fait? Il discute avec son parent. Et puis, bon, comme nous, on sait, quand on était petit, on cherche toujours la loi du moindre effort. Un enfant qui est fort dans une matière, il préfère aller faire quelque chose qui est plus facile, ce qui lui demande moins d'efforts. Alors, de sorte que, pratiquement, je le dis haut et fort, que les petits Gabonais qui étudient ne sont pas orientés pour développer le pays. Donc, vous allez intensifier l'orientation. Tout à fait. Après le baccalauréat, par exemple. Tout à fait. Mais ça ne suffit pas, cela. Ça ne suffit pas parce que il y a même ceux qui sortent, même si dans les domaines où ils ont été formés, il n'y a pas de développement, mais dans les autres domaines aussi, le problème se pose. Mais le problème... Parce que tout est à réformer dans le pays. Oui. Tout est à réformer. Tout à fait, vous avez raison. Oui. Mais le problème se posera toujours. Mais il faut bien commencer par un bout. On ne va pas résoudre tous les problèmes en même temps. Déjà, si on arrive à faire en sorte que on ait une planification. On a besoin de tant de spécialistes. On a besoin de tant de spécialistes. On sait que lorsqu'ils sortent des études, ils vont être utilisés immédiatement dans tel ou tel domaine. Et c'est pour cela que je préconise même qu'à un moment donné, les entreprises doivent s'arrimer un peu aux études des enfants. Ceux qui vont étudier la maçonnerie, la mécanique, en fait, la technologie. Il faudrait amener cet arrimage-là pour que les enfants, déjà, pendant les vacances, ils puissent travailler parce qu'ils ont l'habitude d'être dans telle entreprise et puis en même temps ils vont prendre au goût. Et s'il y en a plus, s'ils sont bien formés, à ce moment-là, on les exporte.
Les cerveaux, ça s'exporte. Nous avons beaucoup de Français, d'Américains qui sont en Afrique. C'est vrai, ils travaillent un peu à notre développement, mais l'argent qu'ils gagnent, ils renvoient ça dans leur pays. Je pense aussi, le cerveau, les intelligences, c'est un investissement. Vous dénoncez, Paul Ba-Bessol, le manque de politique sociale au Gabon, alors même que le pouvoir estime qu'elles se sont améliorées, qu'elles se sont accrues. Quel est votre constat? Le pouvoir, à mon sens, n'a pas de volonté. Pas de volonté? Oui. Parce que le problème des bourses, le problème des chômeurs, il y en a maintenant 20%, dont 37% de jeunes. Quand on lutte contre le chômage, qu'est-ce qu'on fait? La moindre chose à faire, c'est d'abord faire une prévision, également d'ouvrir quelques écoles techniques. Alors, à ce moment-là, on voit clair. Mais si on ne fait rien, on se contente de dire « Ah, il y a des chômeurs, il y a des chômeurs. On a amené telle entreprise qui va nous permettre d'avoir 100 emplois. » Mais 100 emplois, mais c'est tout à fait trompeur. S'il y a 100 emplois pour faire des choses précises, mais si les enfants ne sont pas initiés à exercer dans tel ou tel domaine, ça ne changera rien du tout. Lorsqu'ils disent une entreprise vient, elle va ouvrir beaucoup d'emplois, et puis quand cette entreprise est là, mais il n'y a pas d'hommes ni de femmes formés pour ça. Monsieur Ba-Bessol, hôpital cadeau, école cadeau, c'était hier quand le Gabon était riche. C'était hier quand le pétrole coûtait cher. Aujourd'hui, le Gabon quand même a des problèmes. Et vous promettez encore le cadeau. Est-ce que ce n'est pas un peu irréaliste? Monsieur. Oui, je vous en prie. Le Gabon est plus riche aujourd'hui qu'hier. Ah bon? Depuis 2009, il n'y a pas eu de budget aussi élevé au Gabon. Ça, vous voyez le budget, mais vous ne voyez pas l'endettement aussi qui se fait de l'autre côté. Mais justement, l'endettement, c'est la malgestion. Voilà, c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants. Quand tu as 200 francs, tu ne vas pas demander une robe qui coûte 5000 francs. Tu achètes en fonction de ce que tu as. Vous dites que le Gabon vit au-dessus de ses moyens, c'est ça? Le Gabon vit au-dessus de ses moyens, c'est ça. Mais le Gabon vit surtout avec une mauvaise gestion. Parce que quand on va faire des emprunts, il faut savoir à combien de temps, à bout de combien de temps on va rembourser. Mais tout cela, ça mérite d'être pensé d'une manière rigoureuse pour qu'on ne soit pas dépassé par la dette. Ce que je vous dis, c'est une volonté. S'il n'y a pas de volonté, on fait comme ça. Oui, on prenait toujours parce que puisque le Gabon est solvable. On dit le Gabon, c'est un pays riche. Bon, vous pouvez toujours emprunter, vous allez rendre. Mais même quand je fixe, je dis, je prends tel emprunt, je veux le rembourser au bout de tant de temps. Mais je calcule avec les possibilités que j'ai. Vous voyez, par exemple, je cite toujours cet exemple aux petits Gabonais et puis aux gens de mon parti. Je dis, la différence entre un petit Haoussa, c'est une communauté pour laquelle je me suis battu pour qu'elle soit intégrée au Gabon. Il y a des Haoussa qui sont Gabonais. Quand une maman enfant donne 100 francs à son enfant dit dans sa tête, quelle espèce de bonbon je vais aller acheter? Et quand la Haoussa donne 100 francs à son enfant, le petit Haoussa dit, qu'est-ce que je vais faire pour avoir 100 francs de plus? Vous voyez la différence? Monsieur Paul Ba-Bessol, vous dénoncez un manque de volonté du pouvoir, vous dénoncez une mauvaise gestion. Et pourtant, vous faites partie de cette majorité présidentielle. Je fais partie de cette majorité présidentielle, majorité républicaine, pas présidentielle. Vous avez raison, j'en suis. Je suis dans la situation de ce membre d'une famille qui voit que sa famille ne marche pas bien. Il faut qu'on pousse dans le même sens. Vous n'allez pas dire on pousse dans le même sens lorsque vous êtes parti. Je suis là pour rappeler justement ce que je vous ai dit là. Donc vous êtes comptable aussi des résultats produits par la famille? Non, mais je ne suis pas ministre. Je ne suis pas ministre. On n'a pas besoin d'être ministre. Non, attendez. Vous jouez quel rôle alors au sein de la famille? Mais c'est pour cela que je parle.
Si je ne parle pas, je suis comptable. On dit, monsieur, est-ce que vous avez proposé des idées? Vous parlez seulement dans le temps de la campagne électorale. Maintenant, on ne vous a pas beaucoup entendu au moment où les choses que vous dénoncez aujourd'hui se passaient. Quand j'étais ministre, vous ne m'avez pas entendu? Pas du tout, pas pendant que vous étiez ministre, mais... Vous entendez quelqu'un quand il est dans l'opposition, c'est ça votre problème. Vous entendez pas quand quelqu'un parle à l'intérieur de sa famille. Est-ce que vous faites toujours partie de cette famille d'ailleurs? Quoi? Étant donné qu'il ne peut pas y avoir deux candidats de cette majorité à une élection présidentielle. Mais qu'est-ce qui interdit ça? Ça a été dit sur ce plateau par les représentants de... Mais oui, mais justement, ils disent ça. En tout cas, les membres de la famille ne vous reconnaissent pas comme tel. Ils ne savent comme pas. appartenant toujours à la famille. Voilà, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Bon, je vais vous dire. Le chef de la majorité déclare sa candidature. Il a déclaré sa candidature à Port-Gentil, avant qu'il en ait averti ni son propre parti, ni les partis de la majorité. C'était une faute. C'est pas comme ça, on dit. On discute. Article 19. Pour l'élection présidentielle et conformément à l'article 1er, le chef de la majorité est le candidat naturel de la majorité dès lors qu'il en exprime le vœu. L'application de la présente donne lieu à des négociations entre le chef de la majorité et les chefs de chaque parti allié sur le projet de société du candidat. Oh, il n'a jamais été question de ça. À partir du moment où on marche sur la loi, donc c'est le divorce consommé. C'est le divorce consommé, M. Mbabessol. Non, ce n'est pas le divorce. C'est pas le divorce. On n'en est pas loin. Mais non, je suis dans une famille. Non, moi je ne parle pas de divorce. Article 20. Au dernier paragraphe. On va terminer là-dessus parce qu'on arrive malheureusement au terme de cette émission. Oui, alors là. On dit, quand on parle d'exclusion, on dit dans ce cas, l'exclusion est prononcée par une décision du chef de la majorité, prise à l'issue d'une réunion du conseil politique de la majorité. Ce qui est sûr, vous n'êtes pas candidat de la majorité. Si, je suis candidat de la majorité. Ah. Sur proposition d'un collège constitué proportionnellement. Soyez embrouillé si vous voulez, mais je suis candidat de la majorité, nombre d'élus nationaux. Voilà. Il n'y a eu aucune concertation, par conséquent, cette exclusion dont vous parlez, certains gens de la majorité. Merci. Merci à vous, M. Babilas. On va remercier notre invité parce qu'on arrive. Vous avez fini déjà? Oui, le temps est parti déjà. Mais puisqu'on est avec M. Mbabessol, notre papa, on va lui permettre quand même de s'adresser aux téléspectateurs en regardant cette caméra, adresser-leur le message de votre choix. Mesdames et messieurs, je regrette que cette rencontre ait été un peu courte, mais j'ai quand même dit l'essentiel de ma pensée, à savoir la formation que nous devons donner à tous les enfants gabonais pour que nous puissions exporter notre savoir, qui est quelque chose d'important. Et ensuite, que nous apprenions à marcher ensemble, même si on n'est pas tous du même point de vue. Il faut qu'on arrive progressivement, comme dans notre tradition, à avoir comme principe le consensus. Merci beaucoup, M. Mbabessol. Ce fut un plaisir pour nous quand même de passer ces instants en votre compagnie ce soir. C'est bien, moi je vous vois. Marie-Angèle, à vous. Merci à vous, Babilas. Merci à vous, Mbabessol. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le thème du débat suivant sera l'éducation et la professionnalisation de la formation, toujours sur Africa 24 en direct de Libreville au Gabon. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.